Bonjour, c'est encore moi, Jocelyn Brossard, professeur d'histoire. Alors, secondaire 2, module 4, industrialisation, la capsule d'aujourd'hui, en rapport avec l'urbanisation et les conditions ouvrières. On a vu que l'urbanisation, ça a été créé par l'exode rural, les gens des campagnes qui se dirigeaient vers les villes, c'est l'urbanisation. Maintenant, comment ces gens-là vont s'installer à la ville? Oui, ils vont vouloir travailler dans les industries. C'est d'ailleurs des problèmes dans les conditions ouvrières qu'on va voir tantôt. Mais on a aussi les conditions sociales, donc les logements, la famille. C'est ce qu'on va aller voir immédiatement. Malgré l'augmentation de la population dans les villes, celles-ci, donc les villes, vivaient de graves problèmes. En effet, les nouveaux arrivants s'entassaient dans des quartiers pollués qui étaient construits près des usines par les propriétaires. Alors, on voit ici l'usine, on voit ici les quartiers ou le quartier ouvrier. Donc, c'est proche de l'usine, c'était pratique, mais il y avait beaucoup de pollution. Alors, comme on disait, c'était pratique parce qu'ils étaient près de leur travail. Par contre, ils habitaient dans des logements qui appartenaient aux propriétaires. Ils devaient donc payer ce logement avec leur salaire. Si on fait un petit calcul rapide, l'argent va être retourné aux propriétaires. C'est fou, hein? Ça, c'est une image qu'on voit souvent. Regardez, là, c'est pas évident, mais c'est une image qui a fait le tour du monde. Vous voyez, c'est toutes les maisons, tous les blocs appartements, c'est même pas des maisons, tous les appartements de la classe ouvrière. Regardez ici, c'est des petits terrains. Chacun son petit terrain, tout cordés les uns sur les autres. Alors, ça ressemblait à ça, les quartiers ouvriers. Comme on a dit, les propriétaires vont louer les logements à des prix très élevés. En plus, comme on dit, ça leur revient parce que c'est eux autres les propriétaires et de l'usine et des logements. Ils vont faire aucune rénovation. Ils ne s'occupent même pas de l'hygiène de base, qui est une salle de bain avec toilette. Il y avait des fois, là, il y avait des logements où ils pouvaient avoir 4 étages, 4 logements par étage, puis il y avait souvent juste une toilette par étage. Donc, un bain et une toilette par étage. Fait que si tu veux aller à la salle de bain, pendant que l'autre est en train de prendre son bain, toi, tu veux aller à la toilette, l'autre est dans son bain, la porte est barrée, il faut que tu attendes. Si tu vas à l'étage inférieur ou supérieur, ben là, tu te fais regarder un peu croche parce que tu n'es pas sur ton étage. Fait que c'était vraiment l'enfer pour les gens qui habitaient dans ces logements ouvriers-là. Vous voyez ici, on a des exemples. Regardez ici, là, les gens, le linge est accroché là, sont obligés de vivre ici, cordés les uns sur les autres. Regardez ici, tu as un petit garçon, un bébé là, encore 3 autres enfants, le monsieur, la madame. C'est vraiment pas évident. Tout le monde vivait dans un petit logement, une pièce, comme je disais tantôt, pas de toilette, pas de salle de bain. Ce qui fait en sorte que plusieurs familles vont vivre vraiment des drames incroyables. Souvent, il va y avoir l'alcoolisme chez les maris. Le mari, qu'est-ce qu'il faisait? Il finissait de travailler, il avait sa paye. Des fois, ça ne tentait pas de retourner chez lui dans la maison avec toute la famille. Fait que des fois, il allait dans une taverne boire avec ses collègues. Puis là, des fois, c'était encore pire. La taverne appartenait aussi aux propriétaires de l'usine et aux propriétaires des logements. Fait qu'encore là, il dépensait son argent là, mais il se trouvait à redonner l'argent aux propriétaires. C'est complètement fou. Et là, des fois, ça entraînait de la violence conjugale, de la violence domestique, familiale, envers la femme, envers les enfants. Et là, des fois, il y avait un haut taux de mortalité. Il n'y avait pas d'hygiène. La médecine n'était pas évoluée à la ville comme aujourd'hui. Donc, beaucoup d'enfants mouraient très jeunes. Et l'espérance de vie générale était beaucoup moins élevée. Et tout ça, souvent, c'est en raison du manque d'hygiène et bien sûr de pas la population, et bien sûr en raison de la pollution des usines. Alors maintenant que les gens se sont établis dans les maisons, ils vont devoir travailler aussi dans les usines. Donc la classe ouvrière et la bourgeoisie, qui étaient les responsables des usines, vont devoir s'affronter. Bon, il y a un lien, les patrons ont besoin des ouvriers pour travailler, mais il y a aussi le lien où les patrons ambitionnent sur les ouvriers. C'est les conditions ouvrières. C'est ce qu'on s'en va voir immédiatement.
les conditions ouvrières n'étaient pas meilleures que les conditions à la ville. Les gens qui avaient de l'argent à l'époque étaient des gens puissants. La place qu'occupait un individu dans la société dépendait de son statut socio-économique, c'est-à-dire l'argent qui rend la personne importante. Vous allez dire que c'est encore de même un petit peu aujourd'hui, oui, mais à cette époque-là, il y avait vraiment une grosse différence entre les gens de la bourgeoisie, donc le groupe social ici de la bourgeoisie, qui va remplacer la noblesse qui, elle, ces gens-là de la noblesse vivaient encore en banlieue, ils possédaient des terres, alors la bourgeoisie, le groupe social va s'installer plus à la ville. Les gens pauvres, eux, devaient travailler sans garantie de garder leur emploi, donc les gens de la classe ouvrière, sans assurance maladie, sans congés parentaux. Certaines familles ont dû envoyer leurs enfants travailler dans les mines ou dans les filatures de coton. Hein, les petits garçons souvent avaient travaillé dans les mines, les jeunes filles dans les filatures de coton, des fois aussi les garçons dans les filatures de coton pour essayer, avec leurs petites mains, d'aller désengorger le métier à tisser, qu'il y avait une boule de moton qui s'était fait. Des fois, les gens oubliaient d'arrêter la machine. Le petit garçon tirait pour enlever le morceau de coton. La machine repartait, les doigts restaient pris là. Il y avait beaucoup d'accidents de travail chez les enfants. Les patrons, eux, avaient le choix d'engager beaucoup de personnes qui attendaient leur tour. Quand ça faisait pas, il n'y avait aucun syndicat. Hein? On congédiait la personne, on en engageait d'autres. Il y avait beaucoup d'abus envers les femmes de la part des patrons. Beaucoup de violence aussi des patrons ou les contremaîtres envers les enfants. Donc, comme je disais, on va menacer les ouvriers, on va les congédier sans raison, on va les faire travailler aussi de longues heures dans la même journée et parfois dans la même semaine. Ils pouvaient travailler de 6 heures le matin à 18 heures le soir, sans pause, et des fois, il y avait juste 30 minutes pour dîner. Ce groupe-là, donc, on va l'appeler la classe ouvrière. Dans la prochaine partie, on va voir que ces frictions-là entre la bourgeoisie et la classe ouvrière amènent le syndicat. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'avènement du syndicalisme. On va aussi parler de d'autres doctrines, d'autres systèmes économiques. Vous allez voir, il y en a plusieurs. Et je vous reviens pour la fin tout de suite après. La classe ouvrière va se regrouper en associations afin de pouvoir négocier de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires. Le syndicalisme a vu le jour. Qu'est-ce que le syndicalisme? C'est un mouvement qui a pour but de regrouper des personnes exerçant une même profession dans le but de défendre leurs intérêts et leurs droits. Au début, les gouvernements ont laissé aller parce qu'ils ne voulaient pas intervenir contre les propriétaires d'entreprises. Ceux-ci faisaient de la répression. Lorsque les gens manifestaient, la classe ouvrière manifestait, qu'est-ce que les patrons, les propriétaires d'usines faisaient? Ils appelaient la police et la police arrivait là en renfort et on s'entend là. Ici, j'écris les forces de l'ordre intervenaient sans ménagement. Ça veut dire que c'était de façon brutale et avec force que les policiers intervenaient pour disperser les manifestants et régler le problème pour que les gens rentrent en entreprise, rentrent à l'usine pour travailler. Avec le temps, ça n'avait plus de bon sens. Les gouvernements ont légiféré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont créer des lois, ils vont faire des lois dans le but d'aider les ouvriers. Des progrès dans les lois ont lieu et les ouvriers ont amélioré leur sort. C'est le syndicat. Je vous ai mis quelques exemples ici. Hein? Imaginez, travail des enfants limité à 12 heures par jour, ça n'avait pas de bon sens. Là, ici, ça ne sera pas mieux. Là. Vous dites, oh, il y a eu une belle progression. Ben oui, 48 heures par semaine. Ça veut dire que l'enfant travaillait 8 heures par jour, 8 fois 6, 48. Et le dimanche, il y avait congé, il pouvait aller à la messe. Et ça s'arrêtait là. Le lundi, il retravaillait encore 8 heures. C'est fou, hein? Et là, ici, on va faire une loi interdisant le travail des enfants de moins de 10 ans dans les mines. Ça nous amène à certaines doctrines, hein, des types de systèmes économiques. Le libéralisme, très encouragé à la révolution industrielle en Grande-Bretagne et ensuite aux États-Unis et même au Canada plus tard. C'est quoi le libéralisme économique? C'est une théorie qui vise à promouvoir l'industrialisation. En effet, les gens sont libres de faire des affaires, sont libres de se partir en entreprise, de se partir une compagnie. La seule chose qui importe, c'est la loi du marché. Donc, l'offre et la demande. Plus la demande est grande, il faut donc être capable de fournir une offre raisonnable. Donc, si on a une grande demande pour un produit,
les prix vont augmenter. Alors, c'est pour ça qu'on dit que l'État n'a pas à intervenir parce que la loi du marché fixe naturellement les prix. Je vous donne un exemple. Allez au Canadien, allez voir un match de hockey, c'est très, très, très cher. Pourquoi? Parce que la demande est là. On va offrir les billets à un prix super élevé. Pourquoi? Parce que c'est toujours plein. Donc, la demande est grande, les prix sont élevés. C'est un peu un libéralisme. Le socialisme, c'est une théorie qui propose de façon plus équitable de répartir la richesse. Les idées fondamentales derrière tout ça, c'est le droit des ouvriers, la justice et l'égalité sociale. Le socialisme et le communisme, des fois les gens se trompent, mais c'est pas du tout pareil. Le communisme, ça a été fait par Karl Marx, qui offre une vision où les ouvriers remplacent les bourgeois au haut de l'échelle sociale. C'est un système dans lequel les moyens de production, les usines par exemple, appartiennent à tous les ouvriers. Ça a l'air compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, il disait qu'il fallait que la richesse soit répartie équitablement. Si le propriétaire fait beaucoup de profit, il doit répartir ça équitablement envers ses employés. Le capitalisme. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'objectif est d'accumuler de l'argent dans le but de réinvestir et de produire plus et par le fait même faire plus de profit. Deux institutions qui sont importantes dans le capitalisme, c'est les banques qui vont jouer un rôle important parce que les gens vont emprunter et vont placer de l'argent. Donc, quand on place de l'argent, ça va faire des intérêts. Encore une fois, on s'enrichit. Et la bourse. La bourse, la plus célèbre est celle de New York. On va voir des photos tantôt. Ça joue un grand rôle dans le système capitaliste. Pourquoi? Parce que le but est que les gens placent de l'argent dans un fonds. La personne se procure des actions. Elle devient un actionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? On a ça ici. La compagnie dans laquelle l'actionnaire a placé son argent, l'actionnaire ne peut plus toucher à son argent pendant une certaine période de temps. Pendant ce temps-là, la compagnie, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre cet argent-là dans le but de financer des recherches, investir dans l'achat d'équipements ou payer des chercheurs ou des employés. Là, vous allez dire, ouais, mais la personne n'a plus son argent. Non, c'est ça le but. La personne place son argent dans des actions. Si la compagnie fait des profits, les gens qui ont placé de l'argent dans le fonds, dans la compagnie, donc l'actionnaire, reçoivent là, ici, parce que c'est les gens, des dividendes. Okay? Ils reçoivent une partie de l'argent que la compagnie a fait avec des profits. Par contre, si la compagnie perd de l'argent en raison de difficultés financières, l'actionnaire ne recevra pas de dividendes. Il peut même perdre de l'argent. La bourse est effectivement une institution risquée. Et la bourse, comme je disais tantôt, la plus célèbre est à New York. Alors, l'édifice, l'intérieur de l'édifice. Et là, on a deux symboles ici. Vous avez le taureau qui est devant la bourse. Et ce taureau-là, ben ça, dans l'imaginaire populaire, ça fait en sorte que ça apporte la prospérité. Et là, c'est une anecdote, là, mais c'est vraiment ce que les gens font. Là. Ceux qui sont déjà allés à New York le savent. Les gens vont aller se faire poser en arrière du taureau, près des testicules. Alors, ils vont mettre, c'est pas une farce, là, ils vont vraiment mettre leurs mains sur les testicules de bronze du taureau et ils font un vœu et supposément, ça apporterait la richesse. Mais c'est plus un symbole qu'une réalité. Et devant le taureau, on a une petite fille ici. C'est pour représenter la jeune fille, la femme, dans le fond, qui a le pouvoir de faire de l'argent elle aussi. Alors, les gens disaient « Ah, c'est symbolique parce que le monde de la bourse, c'est un monde d'hommes. Donc, d'aller mettre cette jeune fille-là, ça représente un peu le pouvoir féminin qui, elles aussi, les femmes, peuvent réussir à la bourse et en affaires. » Voilà, c'est terminé encore une fois. Alors, l'urbanisation, les conditions ouvrières, l'avènement du syndicalisme, ainsi que certaines autres doctrines, d'autres systèmes économiques. C'est ce que nous avons vu. À la prochaine. Bye bye.